Bonjour, je suis Franck Kiata et c'est pour moi un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui dans le cadre de notre émission Pathologie médicale. Aujourd'hui, nous allons aborder une pathologie, une maladie qui est finalement un problème véritable dans des familles. Un problème qui met en difficulté les parents avec les enfants entre les enfants et ainsi de suite. Beaucoup de couples, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants ont eu à faire face et continuent à faire face à ce fléau qui dérange énormément, qui dérange la vie en couple, qui dérange la vie dans la communauté, dans les échanges, dans les interactions entre les membres d'une famille et d'une communauté. Alors qu'en Afrique, cette maladie a souvent été considérée comme venant des mauvais sorts, de la sorcellerie et de ce genre de choses, en Europe et en Occident et aux États-Unis, cette maladie n'a pas beaucoup trouvé d'explications, que ce soit scientifiques ou génériques, pour arriver à comprendre. Aujourd'hui, Dieu merci, un grand nombre d'études scientifiques commencent à donner une source, une responsabilité génétique aux problèmes que nous allons voir ce soir. La maladie que nous allons aborder aujourd'hui s'appelle l'autisme, autrement appelé trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit non pas seulement d'un trouble, mais d'un groupe de troubles qui dérangent le développement de l'enfant, ou le neurodéveloppement de l'enfant. Nous disons de l'enfant parce que les signes commencent à se manifester autour de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans de l'enfant, mais ces signes vont rester et perdurer généralement jusqu'à l'âge adulte. L'autisme se caractérise par 3 types d'altérations principales. Il s'agit des altérations dans les interactions sociales, il s'agit des altérations dans la communication, que ce soit la communication verbale ou non verbale. Il s'agit aussi des altérations dans les activités restreintes, dans les activités stéréotypées et dans les activités répétitives. Nous l'avons dit tantôt, ces signes apparaissent autour de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans de l'enfant. Et quand ils apparaissent, ils peuvent être un seul trouble ou plus d'un trouble au même moment. Et à des intensités différentes. Il faut noter que les garçons souffrent plus de l'autisme que les filles. Sur 5 personnes souffrant de l'autisme, vous trouverez 4 personnes garçons ou 4 garçons et généralement contre une fille. On dit que 70 à 80% des cas des personnes souffrant d'autisme présentent aussi un retard mental ou une limitation intellectuelle. L'autisme est aussi appelé par certaines personnes pathologie de l'intérieur. On l'appelle pathologie de l'intérieur parce qu'on peut considérer l'autisme comme l'image de la face cachée ou la face apparente de l'iceberg. Cela est comparé à l'autisme parce que le comportement dérangé que vous voyez à l'extérieur ou les signes de troubles de langage, de troubles d'interaction sociale ou de troubles de jeu, de troubles divers, ne sont qu'une seule petite partie qui émerge, alors que les véritables causes de ce trouble se trouvent cachées, se trouvent à l'intérieur. Il faut noter que une étude récente aujourd'hui est en train de suggérer que l'autisme serait transmis à l'enfant par l'un des 2 parents, selon un principe qui de plus en plus est en train d'être compris maintenant, qu'ils appellent l'empreinte génomique. Nous n'allons peut-être pas parler de l'empreinte génomique au cours de cette émission, mais c'est un principe qui dit que pendant la fécondation de l'œuf ou du nouvel enfant, les informations des parents sont reçues sans être changées. Et ce type d'information de chaque parent, une copie génétique de chaque parent qui est transmise à l'enfant sans être changée, reste inactivée pendant toute l'existence de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que je suis ici, mes chromosomes et mon paquet génétique qui a reçu un peu de mon père et un peu de ma mère,
et qui font mon identité génétique à moi, permet que je puisse développer mes propres protéines et que je puisse vivre. Mais ce principe d'empreinte génétique dit que en moi, il existe aussi une copie identique de mon père qui est là et une copie identique de ma mère qui est là. Elles sont inactivées, ces copies, mais elles sont là. C'est pour ça qu'on appelle de empreinte génétique, empreinte génomique. Ce n'est pas le sujet de ce soir, nous en parlerons peut-être une autre fois, mais ce principe dit que cette théorie d'empreinte génomique serait à la base de la création de phénomènes de l'autisme. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'un seul parent transmet ça à l'enfant. Nous en parlerons peut-être une autre fois. Le problème avec l'autiste ou l'enfant qui souffre de l'autisme est que ces enfants ont un problème de perception. La manière qu'ils perçoivent l'environnement et le monde autour d'eux est différente de la manière dont d'autres personnes le font. Ça veut dire qu'ils ont un équipement. Rappelez-vous que la maladie consiste à un défaut ou une anomalie de neurodéveloppement. Donc, leurs neurones se développent lentement ou pas ou différemment. Ce qui fait qu'à cause de ce mauvais développement du système neurologique ou de l'équipement génétique, ces enfants perçoivent différemment. Je donne un exemple. On va en parler dans le cadre de l'émission un peu plus tard. Des personnes qui ne sont pas autistes peuvent interagir avec deux genres d'informations. Par exemple, quand tu me parles, je peux écouter la voix et mon cerveau peut procéder ou calculer la voix et reconnaître que c'est la voix de telle personne, de mon ami, de mon père, de ma mère, de tel membre de l'équipe, ici, au studio, etc. Et au même moment que tu me parles, mes yeux peuvent aussi regarder à gauche ou à droite et savoir, voilà, il y a un mur blanc ici, voilà, il y a une caméra ici, voilà, il y a la lumière, il y a un micro ici et là. Donc, mon cerveau a la capacité de procéder plusieurs événements au même moment. Je peux, pendant que tu me parles, je t'écoute, je réfléchis, mon cerveau identifie qui me parle. Au même moment, je peux aussi écouter s'il y a un bruit dehors. Je peux aussi entendre le bruit dehors et savoir que ça, c'est une radio, etc. Je peux aussi, au même moment, voir que devant moi, il y a telle chose. À cause d'un certain développement de mon système nerveux qui peut procéder toutes ces informations au même moment. Les enfants autistes ou les personnes autistes ne procèdent pas comme ça. Généralement, ils procèdent élément par élément. C'est-à-dire, pendant que tu lui parles, son cerveau est concentré à écouter ce que tu dis et il ne peut faire que ça. Et à ce même moment-là, si une autre personne parle, son cerveau n'est pas capable d'écouter deux personnes qui parlent au même moment et procéder ces deux informations, par exemple. Ou, quand tu me parles, le cerveau de l'autiste n'est pas capable, en ce moment-là, de regarder aussi une caméra et de réfléchir, il y a une caméra ici, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il ne peut pas. Il peut soit uniquement t'écouter, soit uniquement réfléchir sur la caméra. Un enfant autiste, par exemple, ne peut pas jouer à un jeu et toi, tu lui parles. S'il joue, il ne doit être que concentré à faire cette action-là. Si tu lui parles, tu le perturbes. Ainsi de suite. Et la raison pour laquelle j'explique ces choses, c'est que la science commence à nous expliquer exactement comment est-ce que ces personnes vivent leur vie. Et si nous comprenons comment ils vivent leur vie, nous pouvons les aider. Ils ont des problèmes. C'est une déficience de neurodéveloppement. Ils ne sont pas équipés à réfléchir plusieurs fois. Ils ne sont pas équipés à faire plusieurs processus. Et c'est pour ça qu'il est plus facile pour un enfant autiste, par exemple, quand il fait une action, une activité, un jeu, il reste là. Et on va en parler plus tard encore, mais je voulais vraiment faire ça ici parce que ça nous permettra de comprendre. Vous trouverez par exemple ces enfants ne pas vouloir jouer avec d'autres amis.
ils vont être retirés et ils font leur propre jeu. La raison pour laquelle ils font leur propre jeu, c'est parce que ils ne peuvent pas jouer avec les autres. Quand ils jouent avec les autres, ils sont perdus. Les autres jouent rapidement, vite. Eux, ils ne peuvent pas procéder plusieurs choses. Et ça les embête d'être avec les autres. Ils préfèrent être avec eux-mêmes. Parce que leur vitesse est lente et ils sont même énervés, ils sont dérangés de jouer avec les autres. C'est ça qui fait qu'ils sont retirés. N'est-ce pas? Et quand ils font des activités, ils font des activités répétées. Quand il fait une chose, il va faire la même chose, il va faire la même chose, il va faire la même chose. Quand vous commencez à faire 2-3 choses, ça ne passe pas, etc. Donc, on va en parler un peu plus tard dans le cadre de cette émission et vous comprendrez un peu mieux ce que nous sommes en train de dire. Et quand nous allons aborder la partie du traitement, il n'existe pas de traitement en fait, mais il existe des méthodes d'aide ou des stratégies ou des techniques qui aident ces personnes, ces enfants à vivre leur vie, à s'intégrer dans la société et aussi la société à les accepter comme tels. Donc on va en parler un peu plus tard dans le cadre de cette émission. À s'intégrer dans la société et aussi la société à les accepter comme tels. Donc, on va en parler un peu plus tard dans le cadre de cette émission. Alors, maintenant, j'aimerais bien parler des signes. Rappelez-vous que les signes peuvent être déjà remarqués très tôt, mais certains signes se développent quand l'enfant commence à grandir. Par exemple, vous aurez l'impression que votre enfant a un certain retard à parler. Généralement, autour de l'âge de 1 an, un enfant commence à parler. N'est-ce pas? Mais vous allez trouver que votre enfant prend du retard à parler. C'est un signe. Nous ne disons pas que, je répète, nous ne disons pas que ça veut dire que c'est l'autisme, parce qu'il faut que des spécialistes diagnostiquent ça. Mais voilà quelques signes qui peuvent vous indiquer qu'éventuellement, il y a de l'autisme chez l'enfant. Donc, l'enfant peut avoir un retard à parler, l'enfant peut avoir généralement un regard fixe sur une lumière ou sur quelque chose, le petit bébé. L'enfant peut, quelquefois, ne pas avoir de l'intérêt pour quoi que ce soit. Si c'est un petit bébé, l'enfant va soit pleurer à tout moment, alors de manière excessive, soit alors l'enfant ne pleure pratiquement pas. Les parents peuvent être contents que leur enfant ne pleure pas beaucoup, mais ça peut éventuellement être un signe. Vous aurez l'impression que l'enfant ne répond pas à son nom ou ne réagit pas beaucoup à l'appel de son nom. Vous avez un enfant, il connaît son nom, quand vous l'appelez, c'est un enfant qui ne réagit pas toujours quand vous l'appelez. C'est comme s'il ne vous entend pas. Certains parents pensent même que les enfants font semblant de ne pas entendre ou ils pensent que leur enfant est sourd. L'enfant n'entend pas. L'enfant entend, mais l'enfant ne sait pas procéder, ne sait pas vraiment réfléchir suffisamment pour savoir que vous l'appelez. Quand vous appelez son nom, il ne sait juste pas que vous l'appelez. En réalité, il entend seulement un son et il ne sait pas distinguer que c'est son nom. Donc, un manque d'intérêt pour les membres de son entourage. Un enfant ne veut pas jouer avec les autres. Il a tendance à être seul. Il a tendance à jouer à ses propres jeux. Généralement, l'enfant joue à des jeux très simples. Mettre des papiers ensemble, mettre des images ensemble et ça suffit. L'enfant ne va pas, dans son jeu, l'enfant ne va pas dans des jeux de calcul, par exemple, dans des jeux de questionnement-réponse, dans des jeux de réflexion. L'enfant joue, mais fait des jeux vraiment basiques. Mettre des pierres ou des formes ensemble
point barre. Mettre des couleurs ensemble, point barre. L'enfant répond peu à l'appel de son nom. L'enfant évite un contact de regard. Si vous regardez l'enfant, il vous regarde, il fouille son visage. Il ne supporte pas un contact. L'enfant n'a pas d'initiative. L'enfant est là, il ne cherche pas à aller vers l'adulte. L'enfant, quelquefois, fait des cris inhabituels. Il crie en temps et en contre-temps. Quelquefois. Il crie, au lieu de parler, au lieu de pleurer, il crie. Quelquefois, on n'apprécie pas les caresses. Vous touchez l'enfant, vous le caressez, il refuse. Il n'aime pas qu'on le touche. Il n'aime pas. Et l'enfant, quelquefois, va résister au changement. Il a l'habitude de s'asseoir sur cette chaise-là. Si vous déplacez l'enfant, il se fâche. Il veut être là. N'est-ce pas? Et si vous faites les choses d'une manière, il ne veut pas que vous fassiez les choses d'une autre manière. Il veut que ça reste là. Nous l'avons dit un peu plus haut, en réalité, il n'est pas capable de procéder, de faire plusieurs processus dans son cerveau. Et quand il a choisi de faire ces choses-là, c'est ce qu'il comprend le mieux. Et c'est ce qu'il a compris et qu'il commence à maîtriser. Donc il faut le laisser là. Si vous avez tendance à lui donner d'autres jeux, il s'énerve parce que les nouveaux jeux, il ne le comprend pas. Vous l'embêtez. Et bien sûr, vous trouverez aussi des signes comme une certaine pauvreté de vocabulaire. L'enfant parle difficilement, mais n'a pas beaucoup de vocabulaire. Il dit peut-être un mot, deux mots, pas plus. Il vous appelle par des courts noms qui ne sont pas vos noms, mais lui vous appelle par ce nom-là. Ou quand il veut quelque chose, il fait un cri. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que les parents, les frères, les sœurs de l'enfant, plus ils vont s'habituer à cet enfant, vont comprendre son langage. De plus en plus. Et il faut bien observer. Je répète encore, l'émission d'aujourd'hui est une émission un peu atypique parce que la manière dont nous allons décrire l'autisme, ce n'est pas la même manière qu'on va décrire des autres maladies. Nous allons plus parler des signes et essayer d'entrer un peu en détail. L'enfant va parler en balbutiant ou en faisant des cris, ainsi de suite. Et dans le domaine du jeu, nous l'avons dit, l'enfant va faire des jeux extrêmement simples, pas de jeux complexes. Il va mettre des formes ensemble et pas plus. L'enfant va faire des jeux courts, répétitifs. Il préfère des jeux répétitifs ou qui n'engagent pas beaucoup de réflexion. Il réfléchit, il répète les mêmes mouvements presque tout le temps. Bien sûr, l'enfant a très peu d'attrait pour les jeux des autres. Il reste dans son coin. Et l'enfant peut aussi avoir un attrait particulier pour tous les objets qui tournent. Des objets qui tournent en permanence pendant plusieurs moments. L'enfant aura un attrait particulier pour ce genre d'objets-là. Et donc voilà, il y a beaucoup de signes comme ça qui font que les enfants vont se sentir en permanence à l'écart. Ils vont être à l'écart et ils vont se sentir à l'écart. Et donc, comme nous l'avons dit un peu plus haut, ils ont en fait besoin que nous les comprenions, que nous les aidions. Ces enfants vivent dans un monde qui leur est hostile, dans un monde qui est plus rapide que eux, ils ne peuvent. Ils vivent dans un monde où les autres procèdent beaucoup de choses à la fois. Eux ne peuvent pas. Ils aiment les autres, ils veulent être avec les autres, ils ne peuvent juste pas. Imaginez que vous êtes à l'école, vous êtes toujours le dernier de la classe. Quand le professeur pose une question, les autres répondent plus rapidement et vous êtes toujours à l'arrière. Vous voulez répondre, mais vous n'arrivez pas. Imaginez que vous avez les mêmes cours que vos amis de classe, vous lisez, mais vous ne retenez pas. Le lendemain, quand il y a interrogation, quand il y a récitation, quand les autres passent devant pour dire ce qu'ils ont étudié, vous avez étudié. Vous avez passé le temps à lire vos notes, mais quand vous passez devant, vous n'êtes pas capable de reproduire ce que vous avez lu. Imaginez la frustration qui sera la vôtre.
Imaginez les moments durs que vous vivez. Imaginez les autres vont se moquer de vous. Essayez de vous imaginer ces moments où vous vous êtes senti seul, dans une solitude, parce que vous n'avez pas été capable de faire ce que les autres ont été capables de faire. Parce que vous n'avez pas fait mieux, parce que vous avez fait moins bien que les autres. Imaginez ça. Eh bien, ces enfants vivent cela pratiquement en permanence. Pire encore, ils ne peuvent même pas exprimer leur désarroi. Ils ne peuvent même pas exprimer qu'ils sont en arrière. Vous, quand ces cas-là vous sont arrivés, vous avez refusé d'aller à l'école. Vous avez préféré rester à la maison, par exemple, parce que vous ne pouvez pas supporter la moquerie des autres. Vous ne pouvez pas supporter être en arrière. C'est ce que ces enfants vivent chaque jour. Mais ils ne peuvent même pas exprimer. Vous avez la chance d'exprimer. Eux ne peuvent même pas l'exprimer. Donc c'est notre charge de les aider et de les accompagner. Nous allons parler maintenant des méthodes d'accompagnement ou d'aide, parce qu'il n'existe pas de traitement. Quelles sont les méthodes? Nous savons que l'autisme intervient dans différents aspects de la vie. C'est pour cette raison que les méthodes sont personnalisées. Les méthodes mises en place pour accompagner les enfants à autisme sont personnalisées parce que, bien sûr, nous l'avons dit, les troubles se manifestent à des intensités différentes et selon des profils des enfants différemment. Et donc, les méthodes d'accompagnement vont aussi être différentes selon tel enfant et tel autre. La méthode la plus fréquente est celle qu'on appelle ABA ou LABA. C'est une approche qui aide par la pratique ou l'acquisition des compétences à travers des moyens éducatifs, à travers certaines pièces éducatives telles que des formes, des couleurs, des images. Donc, on va mettre en présence des formes, on va mettre en présence des couleurs, on va aider l'enfant à autisme à comprendre et à s'exprimer par rapport à ces formes. L'autre approche est la méthode que nous appelons la méthode du TEACH. C'est une approche qui permet à créer un environnement dans un espace et dans un temps dans lequel on met ces enfants pour qu'ils puissent se retrouver. Généralement, dans cette technique, les personnes qui aident vont venir soit à la maison pour aider l'enfant dans cet environnement-là. Ou alors, ils vont recevoir les enfants dans les installations spécialisées où on va essayer de préparer des espaces et temps favorables à la formation. C'est des techniques un peu spécialisées qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, malheureusement pas tellement en Afrique encore, mais dans plusieurs pays en Europe et aux États-Unis, où on développe ces centres où on peut aider ces enfants. Je ne voudrais pas entrer en détail en ce qui concerne les méthodes d'aide parce que je voudrais nous encourager, quand on peut, à aller voir ces personnes spécialisées pour aider ces enfants. Mais par contre, les méthodes simples qu'on peut aider ces enfants au niveau de la maison existent. Par exemple, ralentissez vos manières de procéder ou de faire quand vous êtes devant ces enfants-là. Écoutez-les, regardez-les beaucoup, essayez de découvrir quels sont les mots que ces enfants disent, même si c'est des mots inintelligibles. Essayez de découvrir quels sont les mots que les enfants-là utilisent quand ils ont un besoin quelconque, par exemple. Quels sont les gestes, quels sont les signes qu'ils utilisent quand ils ont besoin d'aller se soulager. Certains de ces enfants se soulagent, font pipi ou même caca là. Ils ne vous demandent pas d'aller aux toilettes, etc. Ne vous fâchez pas sur ces enfants, mais faites-leur porter par exemple des Pampers, etc. J'ai vu des gens qui font ça, mais quand ça arrive, parlez avec. Prenez le temps. Ici, je parle quand l'enfant est à la maison, hein, quand l'enfant ne va pas dans des centres spécialisés où les personnes sont préparées et éduquées à former ses enfants.
quand ces enfants sont à la maison et que vous ne pouvez pas les emmener dans les centres. Donc, soyez vraiment observateurs et observatifs. Si, par exemple, pour le cas où l'enfant fait pipi ou caca, là, faites-lui porter des pampers et essayez de lui transmettre l'idée que quand il veut faire ça, montez-lui des images, qu'il indique, par exemple, telle image quand il veut faire ça. Montrez-lui ça, montrez-lui ce qu'il a fait et l'enfant va comprendre ça. Ça prendra du temps, mais faites-le calmement, ainsi de suite, à des moments précis. Faites-le toujours au même endroit, faites-le toujours sans beaucoup de changements et avec le temps, l'enfant va percevoir ce genre de choses. Surtout, n'associez pas ça à des sons, ne lui montrez pas une image et un son au même moment. Il lui sera difficile de faire ça ensemble. Généralement, les images communiquent beaucoup mieux. Travaillez avec les images, travaillez avec les formes. Dessinez, et même quand vous faites des images, que ce soit des images simples. Ça peut être des formes 3D, mais pas beaucoup de couleurs. Prenez peu de couleurs possibles. Noir et blanc, c'est déjà parfait. Vous pouvez ajouter une troisième couleur, mais pas des couleurs fortes. Si c'est des formes, c'est bien. Des formes peu colorées, c'est bien. Mais toujours associer des images, associer des formes, chaque fois que vous voulez lui faire quelque chose. Prenez le temps avec ces enfants, vous comprendrez. Il va donc se créer ce langage basique entre vous et l'enfant, entre l'enfant et vous, où vous pouvez communiquer et comprendre. Ça va être la première partie de cette émission aujourd'hui. Nous allons aborder la deuxième partie une autre fois. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir